Je me souviens très clairement de la première fois où j'ai reçu un message étrange. C'était un mardi gris, un de ces jours monotones où la routine vous enveloppe et vous entraîne sans que vous ne vous en rendiez compte. J'étais au bureau, en train de réviser des documents que j'avais déjà lus 1 million de fois lorsque mon téléphone a vibré sur le bureau. Le nom d'un numéro inconnu s'est affiché à l'écran. À contre-cœur, j'ai déverrouillé mon téléphone, m'attendant à trouver un autre message d'une entreprise de marketing ou peut-être une erreur de quelqu'un qui avait composé le mauvais numéro. Cependant, ce que j'ai lu m'a paralysé. Te souviens-tu de la cabane dans les arbres où tu te cachais quand tu jouais à cache-cache avec ta cousine? Tu te souviens sûrement, c'était ton endroit préféré. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Je fixais le message, incapable de traiter ce que je venais de lire. La cabane dans les arbres. C'était un coin secret de mon enfance, un endroit que je considérais comme mon refuge personnel. Mes parents l'avaient construite dans le jardin quand j'avais 6 ans, et j'y passais des heures, me cachant du monde, rêvant d'aventures qui n'existaient que dans mon imagination. C'était un endroit si spécial pour moi que je le partageais rarement avec d'autres, sauf avec ma cousine, qui venait nous rendre visite chaque été. Mais même elle ne comprenait jamais vraiment ce que cet endroit signifiait pour moi. J'ai rapidement fermé le message, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur. Je pensais à supprimer le numéro, le bloquer, oublier l'incident et poursuivre ma journée. Cependant, un sentiment de malaise s'est installé dans mon esprit, une étrange sensation de vulnérabilité que je ne pouvais pas chasser. Qui pouvait connaître un détail aussi personnel? Je secouais la tête, me disant que cela devait être une coïncidence, qu'il devait y avoir une explication logique à tout cela. Les jours passèrent, et lentement, le message commença à s'effacer de ma mémoire, comme un rêve étrange qui n'a pas de sens quand on se réveille. Mais juste au moment où je commençais à oublier, un autre message arriva. C'était un vendredi soir. J'étais seul dans mon appartement, regardant un film pour passer le temps. Le film n'était pas particulièrement excitant, mais il m'aidait à me déconnecter après une semaine épuisante. Tout à coup, mon téléphone vibra à nouveau. « As-tu encore cette poupée en porcelaine avec la robe bleue, celle que ta grand-mère t'a donnée avant de mourir ? Elle t'effrayait toujours un peu, n'est-ce pas ?» L'air sembla se densifier autour de moi. La poupée en porcelaine, l'image de cet objet particulier me revint immédiatement en tête. Ma grand-mère me l'avait donnée quand j'avais 7 ans, juste avant que sa santé ne commence à se détériorer. C'était une poupée magnifique, avec une robe en soie bleue et un visage délicatement peint, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, dans ce regard froid et sans expression, qui m'effrayait toujours. Je l'avais rangée dans une boîte au fond d'un placard, comme si j'essayais d'enterrer avec elle les souvenirs douloureux de la perte de ma grand-mère. Personne ne savait ce que signifiait cette poupée pour moi. C'était un souvenir si intime, si personnel que je ne l'avais jamais partagé avec personne. Comment quelqu'un pouvait-il connaître un détail aussi spécifique de ma vie? La peur commença à m'envahir. Cette fois, je ne pouvais pas ignorer le message. Je commençais à passer en revue mon esprit, cherchant désespérément une explication rationnelle. Mais chaque tentative de logique se heurtait à un mur d'incertitude. Je commençais à sentir que quelqu'un me surveillait, non seulement dans le présent, mais qu'il avait toujours été là d'une certaine manière. Le sentiment d'être observé devint une obsession, quelque chose que je ne pouvais pas chasser, peu importe combien j'essayais. Je commençais à soupçonner tout le monde et tout. Pourrait-il s'agir d'inconnus, de quelqu'un avec qui j'avais partagé des détails de ma vie sans m'en rendre compte? Ou était-ce quelqu'un qui avait été beaucoup plus proche que je ne l'imaginais? Je décidai de ne parler à personne de cela, pas encore. Je craignais qu'il ne pense que j'exagérais, ou pire, que j'avais perdu la tête. Mais le poids des messages commença à devenir intenable. Je me retrouvais constamment à vérifier mon téléphone, anticipant le prochain message, sachant qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. Et, comme je m'y attendais, le suivant arriva dans les jours qui suivirent. C'était un dimanche, un jour qui avait commencé tranquillement, avec un café à la main et un livre sur les genoux. Je commençais à me détendre lorsque mon téléphone vibra. Je le pris, déjà en sentant le nœud d'anxiété se former dans mon estomac. Cette fois où tu es tombé dans la piscine et as failli te noyer, si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas là pour lire cela. Je restais figé. C'était la première fois que je ressentais véritablement la panique m'envahir. Cet incident, j'avais 5 ans quand cela s'est produit. Je me souviens avoir couru dans le jardin, prétendant être un explorateur dans la jungle, lorsque je trébuchais et tombais dans la piscine. L'eau m'enveloppait, froide et étouffante, et la peur me paralysait. Je ne savais pas nager,
et le désespoir m'envahit alors que j'essayais de rester à flot. Mes parents n'étaient pas à proximité. Ils étaient occupés avec leurs invités et personne d'autre n'était en vue. J'étais sûr que j'allais mourir, mais quelqu'un m'avait sauvé. Quelqu'un m'avait sorti de l'eau avant qu'il ne soit trop tard. Cette personne était mon parrain, Miguel. Nous n'avons jamais parlé de ce jour. C'était un de ces secrets familiaux qui étaient simplement laissés dans le passé, comme si les ignorer pouvait les faire disparaître. Mais c'était là, sur l'écran de mon téléphone, un rappel glaçant de quelque chose que seuls Miguel et moi connaissions. Les pièces commencèrent à se mettre en place dans mon esprit, mais je ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas. Miguel avait été une figure paternelle pour moi, quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. Pourrait-il être derrière tout cela? L'idée semblait aussi absurde que terrifiante. Mais les preuves étaient là, et je ne pouvais pas les ignorer. Je décidai de m'éloigner de lui, inventant des excuses pour ne pas le voir, pour ne pas assister aux réunions familiales où il pourrait être présent. La paranoïa grandissait en moi comme un cancer, consommant mes pensées jusqu'à ce que chaque regard, chaque mot des gens autour de moi devienne une suspicion. Je commençais à prendre des notes, à compiler chaque message, chaque détail qui pourrait être pertinent. J'avais l'impression d'être attiré dans une toile d'intrigues et de mensonges et je ne savais pas comment en sortir. Finalement, j'en arrivais à un point où je ne pouvais plus supporter. J'apportais toutes les informations à la police, espérant qu'ils pourraient m'aider à découvrir la vérité. Les officiers prirent mon rapport au sérieux, surtout quand je leur montrais les messages révélant des détails aussi personnels. Cependant, l'enquête avançait lentement, et bien qu'ils soupçonnèrent Miguel, ils n'avaient pas assez de preuves pour l'accuser formellement. Mes parents apprirent ce qui se passait, et bien qu'au début, ils ne pouvaient pas croire que Miguel pouvait être responsable, ils commencèrent à enquêter eux-mêmes. Ils passèrent en revue mon téléphone, lurent les messages, et peu à peu, la vérité commença à émerger. C'était comme si un voile avait été levé, révélant une réalité que tout le monde préférait ignorer. Lorsqu'enfin ils confrontèrent Miguel, il nia tout. Sa réaction était de l'incrédulité et de la douleur, comme s'il ne comprenait pas pourquoi il était accusé de quelque chose d'aussi horrible. Il jura qu'il m'aimait comme une fille, qu'il ne me ferait jamais de mal, et pendant un moment, même moi je voulais croire en lui. Mais les messages ne mentent pas. Les mots sur ces écrans étaient aussi réels que la peur que j'avais ressentie pendant des mois. Il n'y avait aucun moyen d'ignorer ce qui se passait. En fin de compte, il n'y eut pas de confession. Miguel resta ferme dans son déni, et bien que la police ne pût poursuivre une affaire solide, les dégâts étaient faits. La relation entre ma famille et lui était irrémédiablement brisée, une fracture qui ne se refermerait jamais. Mon parrain, l'homme qui avait été autrefois mon héros, devint une ombre dans mon passé, et la douleur de la trahison persista. Les jours qui suivirent furent marqués par un sentiment d'incertitude et de perte. Je m'éloignais de tout ce qui me rappelait ces événements, cherchant un moyen de retrouver un semblant de normalité dans ma vie chaotique. Le téléphone, les messages, les souvenirs. Tout était devenu une partie d'un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller complètement. Même maintenant, des années plus tard, chaque fois que je reçois un message de quelqu'un que je ne connais pas, un frisson d'angoisse me parcourt. Les messages ne sont plus aussi personnels, mais la peur persiste, me rappelant constamment que, parfois, les personnes que l'on croit connaître le mieux peuvent être les plus dangereuses. Parfois, je me demande à quel moment précis tout a mal tourné, à quel instant ma vie a pris ce tournant sombre dont je n'ai pas encore réussi à sortir. Peut-être était-ce lors de ce premier rendez-vous, quand j'ai vu son sourire et ressenti que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Ou peut-être était-ce bien avant, lors de cet échange de regards furtifs au café, quand nous étions encore deux inconnus explorant la possibilité de quelque chose de nouveau. Je n'aurais jamais imaginé qu'une sortie en apparence anodine avec une femme qui m'attirait pourrait devenir le cauchemar qui me hante encore. Et me voici, des années plus tard, pris dans une toile de peur et de paranoïa que je n'ai pas pu démêler. Je l'ai rencontré un après-midi d'été chaud, l'un de ces jours où Buenos Aires semble plus amical que d'habitude. J'étais dans un café du centre-ville, l'un de mes endroits préférés pour me déconnecter de l'agitation de la ville. J'avais l'habitude d'y aller à la fin de la journée de travail, de commander un café cortado et de profiter d'un moment de tranquillité avant de retourner à mon appartement. Cet après-midi-là, cependant, quelque chose était différent.
Je sentais une présence avant même de la voir. Une femme s'était assise à la table à côté de la mienne. Son nom, comme je le découvrirai plus tard, était Luciana. Dès le premier instant, Luciana me parut envoûtante. Elle avait ce mélange de confiance et de mystère qui est irrésistible. Lorsque nos regards se croisèrent, c'était comme s'il y avait une étincelle, une connexion instantanée qui me captivait. Nous avons vite engagé la conversation. Nous avons commencé à parler de choses triviales, comme cela arrive souvent lors des premières rencontres. Mais rapidement, la discussion devint plus profonde et je me suis retrouvé à partager des détails de ma vie que je garde habituellement pour moi. Elle avait une manière d'écouter, de me regarder, qui me faisait sentir compris, comme si nous nous connaissions depuis toujours. La conversation se déroulait si naturellement que lorsque nous nous sommes dit au revoir, nous avons convenu de nous revoir. Je me sentais enthousiaste, comme si j'étais au début de quelque chose d'important. Je ne savais pas alors que cet enthousiasme se transformerait en une des plus graves erreurs de ma vie. Nous avons commencé à sortir régulièrement. Au début, tout semblait parfait. Nous visitions les lieux les plus emblématiques de la ville, dînions dans de petits restaurants accueillants et avions de longues discussions sur la vie, l'avenir et nos rêves. Il y avait quelque chose chez Luciana qui m'attirait profondément. Il semblait qu'elle comprenait chaque mot que je disais, qu'elle partageait mes préoccupations et mes ambitions. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petits signes, des détails que je ne considérais pas importants à l'époque, mais que je vois maintenant comme les premières fissures dans la façade parfaite. Luciana avait tendance à apparaître dans des endroits où je ne m'attendais pas à la voir, comme si elle savait toujours où je serais. Au début, je prenais cela comme une agréable coïncidence, un signe de son intérêt pour moi. Mais ensuite, cela commença à me troubler. Je commençais à sentir que je n'avais aucun espace, qu'il n'y avait aucun endroit dans ma vie où je pouvais être seul. Elle semblait savoir des choses sur moi que je ne lui avais jamais dites, des détails intimes que je ne me rappelais pas avoir mentionnés. Parfois, elle m'appelait à des heures étranges, au milieu de la nuit, et si je ne répondais pas, elle envoyait des messages de plus en plus insistants. Le moment où tout changea réellement fut une nuit après un dîner dans un restaurant à Palermo. Nous marchions vers ma voiture lorsque soudainement son humeur changea. Je le remarquai dans son expression, dans la façon dont elle cessa de me regarder et se concentra sur le sol. Lorsque j'essayais de lui demander ce qui n'allait pas, elle répondit avec une froideur que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. « Si jamais tu sors avec quelqu'un d'autre, je te jure que tu ne t'en tireras pas. Je te ferai payer chaque seconde de souffrance que tu m'as infligée. » Elle le dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était comme s'il y avait un gouffre entre l'expression de son visage et la menace dans ses paroles. Un frisson parcourut mon échine, mais j'essayais de rationaliser. Je me convainquis qu'elle était simplement contrariée, qu'elle avait eu une mauvaise journée, ou peut-être était-elle jalouse de quelque chose qu'elle avait imaginé. Je ne pensais pas davantage à cela sur le moment, mais cette phrase resta gravée dans mon esprit, une ombre sombre que je ne pouvais ignorer. Avec le temps, son comportement devint plus erratique. Elle commença à me questionner constamment sur les personnes avec qui je parlais, où j'allais, et ce que je faisais quand je n'étais pas avec elle. Si je ne répondais pas immédiatement à un message, sa réaction était disproportionnée. Elle m'appelait incessamment, laissant des messages vocaux alternant entre des sanglots inconsolables et une colère contenue. La situation commença à me submerger, mais je ne voulais toujours pas voir la réalité. Je me disais qu'elle avait simplement besoin d'espace, qu'avec le temps, tout finirait par se calmer. Un après-midi, après une longue journée au bureau, je rentrais chez moi et trouvais une enveloppe accrochée à ma porte. Elle n'avait pas d'expéditeur, seulement mon nom écrit à la main. Je l'ouvris sans trop y penser, m'attendant à trouver une publicité ou une lettre mal livrée. Mais ce que je vis à l'intérieur me glaça, une photo de ma mère, clairement prise à son insu alors qu'elle sortait de chez elle. Il n'y avait pas de note, juste l'image. Mon esprit se remplissait de questions et d'hypothèses. Comment cette photo était-elle arrivée là? Qui l'avait prise et pourquoi? Mais surtout, comment ma mère avait-elle été impliquée dans tout cela? La peur commença à envahir chaque recoin de ma vie. Je me trouvais constamment à vérifier mes environs, cherchant tout signe que quelqu'un me suivait. J'essayais de me calmer, me disant qu'il n'y avait aucune preuve concrète que Luciana était derrière tout cela. Mais le soupçon ne me quittait pas. Tout pointait vers elle, même si je ne voulais pas l'admettre. Les choses sont devenues indéniables lorsque, une nuit, après avoir rendu visite à un ami, j'ai trouvé Luciana attendant devant la porte de mon immeuble. Il était tard et la rue était presque déserte. Sa présence là m'a à la fois surpris et perturbé.
Son visage était pâle et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange de désespoir et de folie qui m'a mise en alerte. Elle m'a dit que nous devions parler, qu'elle ne supportait pas l'idée de me perdre, qu'elle ferait tout pour me garder à ses côtés. J'ai essayé de la calmer, de lui faire comprendre que son comportement franchissait des limites, mais elle ne voulait pas écouter. Pendant qu'elle parlait, elle a sorti un couteau de son sac et me l'a montré. « Si je ne peux pas t'avoir, a-t-elle dit, alors personne d'autre ne le pourra. » Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas comment réagir. J'étais à un pas d'elle, assez proche pour essayer de lui retirer le couteau, mais je craignais qu'un faux mouvement ne déclenche quelque chose d'irréversible. J'ai pris une profonde inspiration et essayé de la raisonner, lui disant ce qu'elle voulait entendre, que je ne la quitterais pas, que tout irait bien. Lentement, son expression a commencé à se radoucir. Quand elle s'est finalement calmée, je l'ai accompagnée jusqu'à un taxi et je l'ai vue s'éloigner. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté assis sur mon canapé, répétant ce qui s'était passé encore et encore. Je savais que je devais faire quelque chose, mais j'étais pris entre la peur et l'incertitude. Je ne voulais pas provoquer une réaction violente, mais je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Le lendemain, Luciana m'a envoyé un message pour s'excuser. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé, qu'elle m'aimait et ferait tout pour arranger les choses. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà décidé de couper tout contact avec elle aussi discrètement que possible. Mais Luciana n'a pas accepté la rupture. Au début, elle a essayé de me parler, envoyant des messages et m'appelant à toute heure. Lorsque je ne répondais pas, elle a intensifié les choses. J'ai commencé à trouver des cadeaux devant ma porte, à mon bureau, même au gymnase où je m'entraînais. Au début, ce n'étaient que des choses inoffensives. Des fleurs, des chocolats, des petits mots demandant pardon. Mais bientôt, les cadeaux sont devenus de plus en plus inquiétants. Un jour, j'ai trouvé une boîte dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait une paire de sous-vêtements féminins et un mot disant « Tu as oublié ça chez moi, ne t'inquiète pas, je te le rends ». Puis sont venues d'autres choses, de plus en plus étranges, des produits d'hygiène féminine utilisés, des mèches de cheveux, des photos de moi clairement prises à distance. Ma peur s'est transformée en paranoïa. J'avais l'impression de ne pas pouvoir échapper, d'être constamment surveillé et que la moindre erreur pouvait déclencher quelque chose de pire. C'est alors que j'ai su que je devais aller à la police. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais. Les messages, les photos, les cadeaux, et je suis allé au poste le plus proche. Mais quand j'ai essayé d'expliquer ce qui se passait, ils m'ont regardé avec scepticisme. L'agent qui a pris ma déposition semblait plus intéressé par son café que par ceux que je lui racontais. Il m'a dit que ce que j'avais était un excès-conduit, que ce n'était pas une raison valable pour une plainte, que je devais me calmer et attendre que ça passe. Je suis sorti du poste en me sentant plus vulnérable que jamais. À partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. Luciana a commencé à apparaître dans des endroits où elle savait que je serais. Une fois, je l'ai trouvée m'attendant dans le parking de mon lieu de travail, une autre fois devant la porte de ma mère. J'avais l'impression de ne plus avoir le contrôle sur ma vie, d'être lentement acculé. Chaque fois que je la voyais, son regard était plus intense, plus désespéré. Elle me disait que si je ne revenais pas à elle, quelque chose de terrible se produirait. Elle a essayé de m'enlever à 2 reprises. La première fois était dans la rue alors que je me rendais à ma voiture après une longue journée de travail. Il faisait sombre et il n'y avait pas beaucoup de monde. Soudain, j'ai senti quelqu'un me saisir le bras. Je me suis retourné rapidement et j'ai vu Luciana, avec une expression démente sur le visage. J'ai essayé de me dégager, mais elle me tenait fermement, me tirant vers sa voiture. J'ai crié, lutté, et heureusement, un groupe de personnes est apparu au coin de la rue. Luciana m'a immédiatement lâché et s'est enfuie. Je suis resté là, tremblant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La deuxième fois a été encore plus terrifiante. J'ai réussi à la convaincre que nous pouvions parler dans ma voiture, pensant que je pourrais la calmer et la faire partir. Mais dès que je suis monté dans la voiture, elle a verrouillé les portes et m'a regardé avec une expression qui glaçait le sang. « Nous allons parler », a-t-elle dit, sortant un couteau de son sac. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais piégé dans cet espace confiné avec une femme qui n'avait rien à perdre. J'ai dû me battre physiquement avec elle pour sortir de la voiture et fuir. C'était une lutte désespérée où je sentais que ma vie était en jeu. Enfin, j'ai réussi à ouvrir la porte et à courir, laissant tout derrière moi. J'ai couru jusqu'à ce que je ne puisse plus, jusqu'à ce que mon corps abandonne. Je me suis arrêté à un coin de rue, haletant, le cœur battant frénétiquement. Je ne savais pas quoi faire, où aller.
Je voulais juste disparaître. Mais le pire a été lorsqu'elle a essayé de nuire à ma mère. Une nuit, alors que j'étais chez moi, j'ai reçu un appel de ma mère, effrayée. Quelqu'un avait essayé de pénétrer chez elle. Heureusement, les voisins avaient appelé la police et rien de plus ne s'était produit, mais quand elle a décrit la personne qu'elle avait vue dans son jardin, j'ai su immédiatement que c'était Luciana. Je suis retourné au poste de police, plus désespéré que jamais. Mais encore une fois, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont dit qu'en l'absence de preuves, ils ne pouvaient rien faire, que peut-être ma mère s'était trompée. Je suis sorti de là, certain que j'étais seul dans cette affaire, que personne ne m'aiderait. Depuis lors, j'essaie de continuer ma vie du mieux que je peux, mais Luciana reste une présence constante dans mon existence. Malgré le changement de numéro, le déménagement dans un autre quartier, faisant tout ce qui est possible pour disparaître de son radar, je reçois encore des messages de numéros inconnus. De temps en temps, une lettre arrive dans ma boîte aux lettres, sans expéditeur, avec des mots me rappelant qu'elle est toujours là, observant, attendant. Et les cadeaux n'ont jamais cessé. Je ne comprends toujours pas comment tout a dégénéré si rapidement. Parfois, je me demande si j'aurais pu faire quelque chose différemment, si j'aurais pu voir les signes avant que tout ne devienne incontrôlable. Mais la vérité est que je ne le saurai jamais. Tout. Ce qui me reste, c'est la certitude que ma vie ne sera jamais la même. Les ombres de Luciana continuent de rôder, et bien que j'essaie de rester calme, la peur reste latente, toujours prête à refaire surface avec la prochaine lettre, le prochain message, le prochain cadeau. Et ainsi, je continue à vivre, jour après jour, dans une sorte de prison invisible, où la peur de ce que Luciana pourrait faire me garde en alerte constante. Mes amis me disent que je dois passer à autre chose, qu'elle se fatiguera finalement, que son obsession s'estompera avec le temps. Mais je ne suis pas si sûr. Je sens que Luciana est comme une ombre qui s'est accrochée à moi et je ne sais pas si je pourrai un jour me débarrasser d'elle. Je me souviens de l'excitation que j'ai ressentie quand ils m'ont dit que j'avais obtenu le poste. C'était une opportunité unique, un pas en avant dans ma carrière, et je n'avais qu'une hâte, commencer. Le bureau était situé en centre-ville, dans un bâtiment moderne et lumineux. Dès le premier jour, tout semblait parfait. L'atmosphère était professionnelle, mes collègues étaient sympathiques, et mon patron, Monsieur Ramirez, semblait être un leader compréhensif et respectueux. Je ne savais pas alors que ces premiers jours d'enthousiasme et d'espoir allaient se transformer en l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. J'avais commencé à travailler dans ce bureau il n'y a pas longtemps, un peu plus de 6 mois. Je suis arrivé avec de grandes attentes, espérant apprendre et grandir dans mon domaine. La routine était typique de tout bureau. Réunions, courriels, appels et un rythme de travail qui, bien que intense, me motivait. Monsieur Ramirez, mon patron direct, se montrait dès le premier jour comme une figure d'autorité inspirant le respect. Il avait une manière calme de parler, toujours avec un sourire sur le visage, et il prenait le temps de connaître chaque membre de son équipe. Au début, je me sentais chanceuse d'avoir un patron tel que lui. Il me donnait des conseils sur la manière d'améliorer ma performance, m'impliquait dans des projets importants et semblait toujours disponible pour m'aider. Cependant, petit à petit, ce sentiment de confort a commencé à s'estomper, laissant place à une gêne que je ne pouvais pas entièrement identifier. Je me souviens que tout a commencé par de petits détails, des choses qui semblaient insignifiantes à l'époque. Des commentaires qui, bien que bienveillants, avaient un ton que je n'arrivais pas à interpréter. Il disait des choses comme « Paula, tu es très jolie aujourd'hui » ou « Cette couleur te va à ravir », toujours avec un sourire qui semblait trop intense, trop personnel. Au début, je les prenais comme de simples compliments, une manière de me motiver, mais avec le temps, ces commentaires sont devenus plus fréquents et plus inconfortables. Un jour, après une réunion particulièrement longue, Monsieur Ramirez m'a demandé de rester un moment. Je pensais qu'il voulait parler d'un projet, mais au lieu de cela, il a commenté qu'il avait remarqué à quel point je performais bien au travail et voulait que je sache que j'avais tout son soutien. Bien que ces mots semblaient anodins, il y avait quelque chose dans son ton qui me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas comment réagir, alors je le remerciai simplement et quittai le bureau, ressentant une légère oppression dans ma poitrine. Avec le temps, les commentaires et gestes de mon patron sont devenus plus envahissants.
Il a commencé à trouver des excuses pour rester seul avec moi après les heures de travail, disant qu'il avait besoin de mon aide avec des rapports ou qu'il y avait quelque chose d'urgent à discuter. Il me demandait de le rejoindre pour le déjeuner, disant que c'était pour parler de travail, mais pendant ces repas, ces questions devenaient de plus en plus personnelles. Il voulait savoir si j'avais un partenaire, ce que je faisais pendant mon temps libre, si je sortais beaucoup le soir. Chaque fois qu'il me posait l'une de ces questions, je ressentais une gêne croissante, mais je ne savais pas comment le repousser sans paraître impoli, ou, pire, mettre en péril ma position dans l'entreprise. J'essayais de répondre brièvement, de ramener la conversation sur le travail, mais il trouvait toujours un moyen de la ramener sur des sujets personnels. Je commençais à me sentir prise au piège, comme si je ne pouvais pas échapper à son attention constante. Je me souviens d'un après-midi en particulier où il m'a demandé de l'aider à réviser certains documents dans son bureau. Il était tard, presque tout le monde était parti, et j'étais fatigué, mais j'ai accepté à contre-cœur. Alors que nous parcourions les papiers, j'ai remarqué qu'il se rapprochait plus que nécessaire jusqu'à ce que son bras effleure le mien. Je me suis écarté discrètement, essayant de garder mon calme, mais il a alors posé sa main sur la mienne et l'a laissée là, pendant quelques secondes qui ont semblé une éternité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et tout ce que je pouvais faire était de faire semblant d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Je me suis levé rapidement, prétextant que j'avais besoin d'un moment, et me suis enfermé dans les toilettes. Je me suis regardé dans le miroir, essayant de me calmer. Je ne savais pas comment gérer la situation, mais une chose était claire. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. J'ai décidé que le lendemain, je lui parlerais. Je lui ferais comprendre que son comportement me mettait mal à l'aise et qu'il devait respecter mon espace. Mais quand est venu le moment de confronter la situation, je manquais de courage. Il était mon patron, la personne qui avait le pouvoir sur ma carrière, et je craignais que si je parlais, je perdrais mon emploi. Alors j'ai continué, essayant de garder mes distances, évitant d'être seul avec lui, et espérant qu'il comprendrait finalement que je n'étais pas intéressé par ce genre de relation. Cependant, ses avances n'ont fait que s'intensifier. Il a commencé à m'envoyer des messages en dehors des heures de travail, parfois tard le soir, demandant comment j'allais, ce que je faisais, si je voulais sortir prendre un verre. Quand je ne répondais pas, son comportement au bureau le lendemain devenait plus froid, plus distant, pour redevenir amical et flatteur après un certain temps. C'était un cycle qui me fatiguait mentalement. Un matin, j'ai trouvé un bouquet de fleurs sur mon bureau. Il n'y avait pas de carte, mais je savais qui les avait envoyées. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je savais que je ne pouvais plus laisser cela continuer, alors j'ai décidé de parler aux ressources humaines. Je savais que c'était risqué, que cela pourrait avoir des répercussions, mais je ne pouvais plus supporter cela. Je vivais dans un état d'anxiété constant, craignant ce qu'il pourrait faire ensuite. J'ai pris rendez-vous avec les ressources humaines pour ce jour-là, mais je n'y suis pas arrivé à temps. Cet après-midi-là, alors que je travaillais à mon bureau, M. Ramirez s'est approché et m'a demandé de venir dans son bureau. Quelque chose dans son ton m'a fait hésiter, mais je n'avais d'autre choix que de le suivre. Lorsque je suis entré dans son bureau, il a fermé la porte derrière moi, ce qu'il ne faisait jamais, et mon cœur a commencé à s'emballer. Il m'a demandé de m'asseoir, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, attendant qu'il parle, mais il se contentait de me regarder avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Finalement, il s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers moi, s'arrêtant à quelques centimètres seulement. Je sentais son souffle sur mon visage et un sentiment de panique m'a envahi. J'ai essayé de reculer, mais il a saisi mon bras avec une force que je n'avais pas anticipée. « Paula, tu n'as pas besoin de rendre cela si difficile, » a-t-il dit, sa voix plus douce que ce que je pensais. « Je sais que tu ressens quelque chose pour moi. Je l'ai vu dans tes yeux. Tu n'as pas à avoir peur. » Son ton était conciliant, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me terrifiait. J'ai essayé de me dégager, mais son étreinte s'est resserrée. « Ramirez, lâche-moi !» ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. Mais il n'a pas lâché. Au lieu de cela, il m'a poussé contre le mur, et j'ai su que j'étais en réel danger. Mon esprit était embrouillé par la peur, et tout ce à quoi je pouvais penser était de m'échapper. À ce moment-là, il a sorti un objet brillant de sa poche, un couteau. Mon corps s'est figé de terreur en voyant la lame scintiller sous la lumière fluorescente. « Tu n'as pas à avoir peur », a-t-il dit, comme si ces paroles pouvaient calmer la terreur que je ressentais. « Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste que tu comprennes que nous sommes faits pour être ensemble. Et si cela ne peut pas se faire ainsi, alors ce sera autrement. »
Je sentais mon monde s'effondrer à ce moment-là. J'ai avalé difficilement, essayant de trouver ma voie, quelque chose qui pourrait me sortir de cette situation. « S'il te plaît, ne fais pas ça !» ai-je supplié, les larmes commençant à remplir mes yeux. Mais il n'écoutait pas. Dans son esprit, il avait déjà pris une décision. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en un clin d'œil. Il s'est précipité vers moi avec le couteau levé, et tout est devenu un tourbillon de mouvements et de désespoir. Je me suis battu de toutes mes forces, essayant de le désarmer, mais je sentais le couteau couper ma peau, une douleur vive qui a arraché un cri de désespoir de ma part. Je ne sais comment, mais j'ai réussi à le repousser de toutes mes forces. Il est tombé en arrière, se cognant la tête contre le bord du bureau, et le couteau a glissé de sa main. À ce moment-là, je savais que je devais agir rapidement. Avec l'adrénaline qui circulait dans mes veines, j'ai couru vers la porte, vacillante à cause de la blessure, et j'ai tiré dessus. J'ai crié à l'aide alors que du sang gouttait de mon bras, tachant le sol du bureau. Tout était flou après cela. Mes collègues sont accourus, ont trouvé M. Ramirez inconscient sur le sol, et moi en état de choc, tenant mon bras ensanglanté. Quelqu'un a appelé une ambulance, et en quelques minutes, j'étais transporté à l'hôpital. La douleur était intense, mais plus que la douleur physique, c'était la terreur qui me consumait. J'étais en état de choc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, mais tout semblait irréel, comme si j'étais prisonnière d'un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. À l'hôpital, ils m'ont immédiatement prise en charge. La plaie sur mon bras était profonde, mais heureusement, elle n'avait pas endommagé d'artère majeure. Cependant, le traumatisme émotionnel laissé par l'attaque était quelque chose que les points de suture ne pouvaient pas réparer. Tandis que les médecins s'occupèrent de mon bras, mon esprit restait piégé dans ce bureau, revivant chaque moment, chaque seconde de terreur que j'avais vécue. Les jours suivants étaient flous. J'étais en état grave mais stable, et les médecins ont décidé de me garder sous observation pendant plusieurs jours pour s'assurer qu'il n'y avait pas de complications. Pendant ce temps, la police est venue prendre ma déclaration, et c'est alors que j'ai appris ce qu'il était advenu de M. Ramirez après que j'ai été transporté à l'hôpital. Le coup à la tête causé par sa chute était plus grave qu'il n'y paraissait. Il était resté inconscient et avait été transporté à l'hôpital dans un état critique. Les médecins ont réussi à le stabiliser, mais les dommages cérébraux qu'il avait subis l'ont laissé dans le coma. Lorsque j'ai entendu cela, je ne savais pas comment réagir. Une partie de moi se sentait soulagée qu'il ne puisse plus me faire de mal, mais une autre partie était envahie par la culpabilité et la confusion. Comment en était-on arrivé là ? Comment quelqu'un qui semblait si normal, si gentil, avait-il pu me faire une chose pareille ? Ma famille est restée à mes côtés tout le temps. Mes parents étaient dévastés, incapables de comprendre comment une chose pareille avait pu arriver à leur fille. Mes amis sont aussi venus me rendre visite, et tout le monde a essayé de me réconforter, mais j'étais dans un état de stupeur, incapable de traiter ce qui s'était passé. Tout ce que je voulais, c'était que tout redevienne normal, mais je savais que c'était impossible. Ma vie avait changé à jamais. Lorsque j'ai finalement été licencié, je suis retourné dans mon appartement, mais rien ne semblait pareil. Chaque coin me rappelait ce qui s'était passé. Les nuits étaient les pires. Je pouvais à peine dormir, et quand je le faisais, les cauchemars me hantaient. Je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade, revivant ces moments dans le bureau encore et encore. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui se serait passé si je n'avais pas réussi à m'échapper, si je n'avais pas eu la force de me défendre. Cette pensée me tourmentait. L'entreprise m'a accordé un congé, mais je savais que je ne pouvais pas y retourner. Rien que l'idée de revenir à cet endroit me remplissait d'une anxiété insupportable. Finalement, j'ai décidé de démissionner. Je savais que je devais prendre de la distance avec tout ce qui était lié à cet endroit, à cette personne qui avait essayé de me détruire. Pendant ce temps, les autorités ont continué à enquêter sur l'affaire. À mesure que des détails sur M. Ramirez émergeaient, j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois qu'il exhibait un comportement inapproprié, bien qu'il n'ait jamais poussé les choses aussi loin. Certains collègues ont mentionné qu'il avait toujours été un peu étrange, mais personne n'avait imaginé qu'il pourrait aller à de tels extrêmes. Personne n'avait voulu voir les signes, moi y compris. Enfin, le jour est arrivé où la police a conclu son enquête. Bien que Ramirez soit toujours dans le coma, des charges ont été déposées contre lui. S'il se réveillait un jour, il devrait faire face à plusieurs années de prison. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce qu'il ne pouvait plus me faire de mal, mais tristesse parce qu'en un sens, j'avais été témoin de la destruction de 2 vies,
la sienne et la mienne. Bien qu'il reste dans le coma, je ne peux m'empêcher de sentir que les ombres de ce qui s'est passé me hantent encore. Parfois, je me demande si je serai un jour capable de laisser ce jour derrière moi, si je pourrai un jour me sentir en sécurité à nouveau, faire confiance aux gens autour de moi. Je sais que cela prendra du temps, que les blessures émotionnelles mettent beaucoup plus de temps à guérir que les blessures physiques, mais je sais aussi que je suis forte, que j'ai survécu à quelque chose qui aurait facilement pu me coûter la vie. J'écris cette histoire comme un moyen de libérer ce que je porte en moi, de laisser partir une partie de la peur et de l'angoisse qui m'accompagnent encore. Ce n'est pas facile de revivre ces moments, mais je sens que c'est nécessaire. Je dois me rappeler que, bien que j'ai été victime, j'ai aussi été une combattante. Que bien que Ramirez ait essayé de me tout prendre, il n'a pas réussi. Je suis là, racontant mon histoire, et cela signifie qu'il n'a pas gagné. L'avenir est encore incertain pour moi, mais je sais qu'avec le temps, je trouverai un moyen d'aller de l'avant. Et bien qu'il soit toujours dans le coma, enfermé dans les ténèbres de ses propres démons, je suis déterminé à ne pas laisser son ombre définir ma vie. Je suis passé par l'enfer et en suis revenu, et cela m'a rendue plus forte. Je ne suis plus la même personne qui a commencé à travailler dans ce bureau il y a quelques mois, mais j'apprends à accepter cette réalité et à trouver un nouveau chemin pour aller de l'avant. Il y a à peine quelques mois, j'ai commencé à travailler dans mon nouveau poste. L'excitation d'avoir été sélectionné pour un poste administratif m'a rempli d'espoir et d'enthousiasme. Depuis mon enfance, j'avais toujours rêvé d'être indépendante, d'avoir une carrière qui me permettrait de grandir et de prouver ce dont j'étais capable. Ma famille était fière de moi. J'allais enfin pouvoir avancer, devenir la femme que j'avais toujours voulu être. Le travail semblait parfait. Le bureau était situé dans une de ces villes moyennes, tranquilles et vivantes au cœur des États-Unis. Ce n'était pas une grande ville, mais ce n'était pas un petit village non plus, et cela me mettait à l'aise. Au cours des premières semaines, tout semblait se dérouler sans accroc. Mes collègues m'ont accueilli chaleureusement, m'ont appris les bases, et peu à peu, je me suis adapté à la routine. Monsieur Castillo, mon patron, semblait être un homme agréable, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait et maintenait une attitude professionnelle en tout temps. C'était un homme dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et toujours bien habillé. À chaque réunion ou conversation que nous avions, il montrait un intérêt pour mes progrès, ce que j'interprétais comme un signe de soutien et de désir de m'aider à grandir au sein de l'entreprise. Cependant, au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des choses qui me dérangeaient. Ce étaient des détails petits, presque imperceptibles, mais ils me mettaient mal à l'aise. Par exemple, la façon dont il me regardait pendant les réunions, comme si ses yeux s'attardèrent sur moi plus longtemps que nécessaire. Il y avait aussi des moments où il me posait des questions qui ne semblaient pas avoir de lien avec le travail, comme s'il essayait d'apprendre des aspects plus personnels de ma vie. « As-tu un petit ami ?» me demanda-t-il un jour alors que nous révisions des rapports. J'ai ri nerveusement et répondu par un simple non, essayant de changer de sujet rapidement. Mais il insista, demandant si je sortais souvent ou si j'avais des projets pour le week-end. J'ai essayé de minimiser cela, me disant qu'il était peut-être juste amical, essayant de mieux connaître sa nouvelle employée. Mais les petits inconforts ont commencé à s'accumuler. Un jour, alors que j'étais au bureau, j'ai remarqué que M. Castillo trouvait toujours une excuse pour passer près de mon bureau, même s'il n'avait pas de raison claire de le faire. Parfois, il restait là, regardant ce que je faisais, et d'autres fois, il me posait des questions qui semblaient plus personnelles que professionnelles. Mon inconfort grandissait, mais j'ai essayé de ne pas le montrer, pensant que peut-être j'étais juste paranoïaque. Puis, un après-midi, alors qu'il était presque temps de rentrer chez moi, M. Castillo m'a appelé dans son bureau. Sa voix semblait décontractée, mais il y avait quelque chose dans son ton qui me rendait nerveuse. Je suis entré dans son bureau et il m'a fait signe de m'asseoir. Sur son bureau se trouvait une série de documents qui semblaient nécessiter une révision urgente. Il expliqua qu'un voyage d'affaires imprévu était survenu et qu'il avait besoin que je l'accompagne. Le voyage se ferait dans la ville où vivaient mes parents, ce qui m'a surprise, car je n'avais rien entendu à ce sujet auparavant. « C'est une excellente opportunité pour toi, Ambar », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Tu pourras voir comment nous gérons les affaires en dehors du bureau principal et apprendre de première main comment les choses fonctionnent à la succursale. » Ces paroles semblaient raisonnables, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le voyage était organisé si soudainement, et le fait qu'il soit dans la ville où vivaient mes parents semblait trop grandement une coïncidence. J'ai essayé de suggérer que quelqu'un d'autre devrait y aller à ma place, un collègue avec plus d'expérience, mais M. Castillo était ferme. « Je te fais confiance, Ambar, » dit-il en me regardant intensément. « C'est une étape importante pour ta carrière. » Je n'avais d'autre choix que d'accepter. Après tout, je n'étais là que depuis quelques semaines et je ne voulais pas risquer ma position. Je pensais que peut-être j'exagérais, que c'était juste un voyage d'affaires et que tout se passerait bien. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, avec un sentiment d'inquiétude que je ne pouvais pas chasser. J'ai rapidement préparé mes affaires et je me suis dirigé vers le lieu de rendez-vous. Monsieur Castillo m'attendait dans sa voiture, une luxueuse berline noire. Il m'a salué avec un sourire et a aidé à charger ma valise dans le coffre. « Nous avons une longue journée devant nous », commenta-t-il en entrant dans la voiture. J'ai essayé de répondre avec un sourire, mais mes nerfs étaient évidents. Le voyage commença calmement. Les premières heures passèrent dans le silence, avec seulement le bruit du moteur et de la musique douce en fond. Mais ensuite, M. Castillo commença à parler, me posant des questions qui devenaient de plus en plus envahissantes. Il voulait en savoir plus sur ma vie personnelle, mes relations passées, mes loisirs. Bien que j'ai essayé de garder la conversation centrée sur le travail, il parvenait toujours à orienter le sujet vers quelque chose de plus personnel. Je me sentais comme si j'étais étudié, comme si chaque réponse que je donnais était évaluée d'une certaine manière. L'inconfort grandissait alors que nous approchions de la ville de mes parents. Au lieu de se rendre à la succursale de l'entreprise, M. Castillo me conduisit à un petit motel à la périphérie de la ville. C'était un endroit modeste, avec une enseigne aux néons clignotantes. « Nous allons nous reposer ici ce soir », dit-il en garant la voiture. « Nous avons une réunion importante demain, et je dois être en forme. » Je sentais un nœud dans mon estomac. L'endroit semblait lugubre, et l'idée de rester là avec lui me terrifiait. « Ne serait-il pas mieux d'aller directement à la succursale ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté. Mais il secoua la tête, disant qu'il valait mieux se reposer d'abord. Nous sommes entrés dans le motel, et le réceptionniste, un homme âgé avec une expression fatiguée, nous a remis la clé d'une chambre. « C'est une chambre double », commenta M. Castillo en me remettant la clé. « Ce sera plus facile pour coordonner demain matin. » Mes mains tremblaient légèrement en prenant la clé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Une chambre double ? J'ai essayé de rester calme, mais mon esprit s'emballait dans 1000 directions. « En fait, je pense qu'il serait mieux que je reste chez mes parents ce soir », ai-je suggéré, essayant de ne pas paraître désespéré. « Ils vivent à proximité, et je pourrais en profiter pour les voir. » Mais M. Castillo insista, disant qu'il serait une perte de temps d'aller et venir et qu'il valait mieux que je reste au motel. Lorsque j'ai finalement atteint la chambre, j'ai claqué la porte derrière moi et me suis assuré de la verrouiller et de mettre la chaîne. Mon cœur battait la chamade et je me sentais piégé. La chambre était petite, avec 2 lits simples et une fenêtre donnant sur le parking. Le papier peint était défraîchi et le plafonnier clignotait légèrement. Je me suis assise sur le lit, essayant de me calmer, mais chaque petit bruit me faisait sursauter. La nuit s'éternisait lentement. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais M. Castillo essayant d'entrer dans ma chambre. La paranoïa m'envahissait et je commençais à me demander si j'étais irrationnel, si peut-être tout cela n'était qu'un produit de mon imagination. Mais je ne pouvais pas ignorer le sentiment de danger qui m'enveloppait. À minuit, quand le silence était complet, j'entendis un bruit dehors. C'était un son faible, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte délicatement. Mon cœur s'arrêta un moment. Je me levai du lit et me rendis à pas de loup vers la porte, retenant mon souffle. Je regardai par le judas et je le vis. Là il était, M. Castillo, debout devant la porte, sa main sur la poignée. Un instant, je pensais qu'il essaierait de l'ouvrir, mais ensuite, comme s'il avait senti mon regard, il recula lentement et s'en alla. Je retournai au lit, tremblante. Je pris mon téléphone portable et, avec des mains maladroites, appelai mon père. Lorsqu'il répondit, ma voix se brisa. Je lui racontai tout, depuis le moment où M. Castillo m'avait amené au motel jusqu'au moment où je l'avais vu essayer d'entrer dans ma chambre. Mon père était furieux. Il me demanda de rester calme.
qu'il viendrait me chercher immédiatement. Les minutes s'éternisaient, chacune paraissant plus longue que la précédente. Chaque petit bruit dans le couloir me faisait sursauter, et je me demandais si M. Castillo essayerait de revenir. Lorsque j'entendis enfin le bruit d'une voiture qui approchait, je regardai par la fenêtre. Je vis la voiture de mon père, et un souffle de soulagement m'envahit. Cependant, juste au moment où j'allais quitter la chambre, j'entendis à nouveau le bruit à la porte, cette fois-ci plus fort. Je savais que c'était lui. Il n'y avait aucun doute. Le bruit des pas précipités de mon père résonna dans le couloir. J'entendis sa voix furieuse, criant à M. Castillo de s'éloigner de ma porte. Je sortis de la chambre et me jetai dans les bras de mon père. M. Castillo me regardait avec un mélange de surprise et de colère. Il essaya de trouver des excuses, marmonnant quelque chose au sujet d'un malentendu, mais mon père ne voulait rien entendre. Je quittai cet endroit sans me retourner. Le lendemain matin, je remis ma démission. Il n'y eut aucune explication de la part de l'entreprise et je ne voulais pas enquêter davantage. Ma seule priorité était de mettre de la distance entre cet homme et moi. Depuis, chaque fois que je pense à ce qui aurait pu arriver, un frisson parcourt mon échine. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas appelé mon père, si j'étais restée silencieuse et laissé la peur me paralyser. Maintenant, je cherche un nouvel emploi, espérant trouver un endroit où je me sentirai en sécurité et valorisée. Mais une chose est certaine, je n'oublierai jamais cette nuit et la leçon que j'ai apprise. La confiance ne se donne pas à la légère, et mon instinct est mon meilleur protecteur. Je me souviens de ce jour avec une clarté que j'aimerais ne pas avoir. C'était un mardi après-midi, un jour comme les autres, du moins c'est ce que je pensais à l'époque. La salle de sport était pleine d'énergie, avec le bruit constant des poids frappant le sol en caoutchouc, le rythme de la musique de fond maintenant tout le monde motivé, et le murmure des conversations se mêlant à l'effort physique. J'étais en plein milieu d'un cours de crossfit, guidant mes élèves à travers une routine intense. Alors que je corrigeais la posture de l'un des gars qui essayait de faire un soulevé de terre, je ressentis une présence, quelque chose qui me fit lever les yeux. Elle était là, debout à l'entrée de la salle, sa silhouette encadrée par la lumière extérieure qui contrastait avec l'obscurité à l'intérieur. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle se tenait là, si immobile, à regarder, qui me donna un frisson dans le dos. Au début, je n'y pensais pas beaucoup, supposant qu'elle attendait simplement le début de son cours. Mais lorsque nos regards se rencontrèrent, je sus que quelque chose n'allait pas. Son regard était intense, fixé sur moi, comme s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, comme si le reste du monde avait cessé d'exister pour elle. Elle était l'une de mes élèves régulières. Elle arrivait toujours en avance, s'assurant d'être au premier rang, la première sur la liste, la première en tout. Au début, je prenais cela pour de l'enthousiasme, un désir de s'améliorer et de tirer le meilleur parti de chaque cours. Mais avec le temps, son comportement a commencé à me mettre mal à l'aise. Ce n'était pas seulement sa ponctualité, mais ce regard qui ne me quittait jamais. Où que j'aille, elle était là, ses yeux me suivant avec une intensité devenue difficile à ignorer. Les premières semaines ne semblèrent pas alarmantes. Je pensais peut-être qu'elle était juste une passionnée de fitness, quelqu'un qui admirait simplement mon travail en tant qu'entraîneur. Après tout, dans un environnement de salle de sport, il est courant que les élèves développent une certaine attache à leurs instructeurs, les voyant comme des figures d'autorité et de guidance. Cependant, ses actions ont commencé à dépasser ce qui pourrait être considéré comme une admiration normale. Après chaque cours, lorsque tout le monde commençait à partir, elle restait. « Je veux juste faire quelques répétitions supplémentaires », disait-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était une opportunité de l'aider à améliorer sa technique, quelque chose que tout entraîneur ferait pour ses élèves les plus dévoués. Mais rapidement, je réalisais qu'elle n'était pas là seulement pour s'entraîner. Elle commença à me parler, d'abord des exercices, puis de sujets plus personnels. Elle voulait en savoir plus sur ma vie, ce que je faisais en dehors de la salle, mes goûts et mes hobbies. Ces questions devenèrent de plus en plus intimes, et bien que j'essaie de maintenir une distance professionnelle, son insistance me mettait mal à l'aise. Puis, les incidents avec les autres élèves féminines commencèrent. Au début, ce n'était que de petites frictions, des commentaires passifs-agressifs sur leur technique ou leur corps. Mais peu à peu, ces frictions se transformèrent en quelque chose de plus physique. Un coup accidentel,
lors d'un exercice en binôme. Une poussée alors que tout le monde courait vers la station suivante dans le circuit. Les autres filles commencèrent à se plaindre. Certaines me montrèrent même les contusions qui étaient apparues sur leur corps après les cours. Je me souviens de l'une d'entre elles, une fille nommée Lisa, qui s'approcha de moi un après-midi après le cours. « Iker, j'ai besoin de te parler », dit-elle, sa voix tremblante légèrement. Elle me montra son bras, où un bleu sombre commençait à se former. Cela s'est produit pendant l'exercice en binôme. Elle m'a poussé trop fort, et je ne pense pas que c'était un accident. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter vraiment. J'ai essayé de lui parler à ce sujet en suggérant qu'elle était peut-être un peu trop brusque avec ses camarades. Mais elle nia toujours tout, avec ce regard de confusion et de fausse innocence qui me faisait commencer à douter de mes propres perceptions. Moi ? Faire du mal à quelqu'un ? Jamais, Iker. Je ne sais pas de quoi tu parles, je veux juste m'entraîner et m'améliorer. Si quelqu'un s'est blessé, je t'assure que ce n'était pas mon intention. Les semaines suivantes furent un test constant de ma patience et de ma santé mentale. Chaque cours devenait un défi, non seulement à cause de l'effort physique qu'il exigeait, mais aussi à cause de la tension que je ressentais en étant près d'elle. Je commençais à remarquer comment son comportement devenait plus possessif, comment elle s'assurait d'être toujours la première à arriver et la dernière à partir. Si je parlais à un autre élève, elle apparaissait comme par magie, interrompant la conversation, trouvant une excuse pour me parler, toujours avec ce ton doux qui semblait maintenant plein de venin à mes yeux. Les choses se détériorèrent lorsque commencèrent les messages qu'elle m'envoyait en dehors des heures de cours. Au début, il s'agissait d'emails, initialement innocents, sur des sujets liés à l'entraînement, mais ils devinrent ensuite plus personnels. « Je m'inquiète pour toi, Iker. Tu ne sembles pas être toi-même dernièrement. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin, » disait l'un des messages. Un autre, cependant, me fit nouer l'estomac. « Je pense que nous devrions passer plus de temps ensemble en dehors des cours. Nous pouvons parler de CE qui te dérangent, en privé. Je suis là pour t'aider, Iker. » J'ai essayé d'ignorer ces messages, mais le sentiment d'être observé, d'être piégé dans une situation qui devenait de plus en plus intenable, me consumait. Je commençais à redouter d'aller à la salle de sport, ressentant une anxiété constante dans ma poitrine, anticipant le moment où elle ferait son entrée avec ce regard qui glaçait mon sang. Le point culminant arriva un après-midi d'été lorsque la salle de sport était particulièrement bondée. C'était un de ces jours chauds où l'air semble plus dense, plus lourd. Nous étions au milieu d'un circuit épuisant et tous les élèves étaient concentrés sur leurs exercices. Soudain, j'entendis un cri. Je tournai la tête juste à temps pour la voir pousser une des filles avec une telle force qu'elle tomba, se tordant la cheville dans le processus. Je courus vers elle, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais la situation était déjà hors de contrôle. Elle était sur la fille tombée, lui hurlant de dégager, qu'elle n'avait pas le droit d'être là, que c'était sa place. Les autres élèves s'étaient arrêtés, regardant la scène avec des expressions de choc et de peur. J'essayais de les séparer, mais elle ne s'arrêtait pas. Sa colère était palpable, sa voix montant de plus en plus, remplie d'accusations et de jalousie. C'est à ce moment-là que je réalisais que la situation avait atteint un point de non-retour. Je la tirai hors de la salle, essayant de la calmer, mais elle continuait à parler, répétant encore et encore que j'étais à elle, que personne d'autre n'avait le droit de se rapprocher de moi. Ce mot me faisait tourner l'estomac, me donnait l'impression d'être piégé, comme si j'étais dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Enfin, le jour arriva qui changea tout, le jour qui scella nos sorts à tous les deux de manière que je n'aurais jamais pu anticiper. C'était un matin comme les autres, un de ceux où j'arrive tôt pour préparer la salle avant l'arrivée des élèves. J'étais seul, révisant les routines de la journée, organisant le matériel, lorsque soudain je la vis entrer. Elle n'avait pas de cours à ce moment-là, et sa présence m'a déstabilisé. Elle portait les mêmes vêtements de sport que d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Ses yeux étaient vides, son visage pâle, et elle se déplaçait avec une calme qui me mettait mal à l'aise. Elle s'est approchée de moi, ses pas résonnant sur le sol en caoutchouc du gymnase, et avant que je puisse réagir, elle a sorti un couteau de son sac. Elle le tenait des deux mains, ses doigts tremblants mais déterminés. Son regard, ce regard que j'avais ressenti sur moi tant de fois, était rempli d'une détermination qui me terrifiait. « Iker », dit-elle d'une voix à peine un murmure, « tu es à moi. Personne d'autre ne peut t'avoir. » Mon esprit est devenu vide,
Mais mon instinct m'a poussé à essayer de la calmer, à lui parler doucement, à essayer de lui faire lâcher le couteau. Mais il n'y avait rien que je pouvais faire. Ses yeux, jadis remplis de cette intensité obsessionnelle, semblaient maintenant perdus dans un abîme sans retour. Dans un acte désespéré, j'ai essayé de me rapprocher, de lui retirer le couteau, mais elle était trop rapide. Avant que je puisse l'arrêter, elle l'a enfoncé dans son ventre, encore et encore, avec une férocité qui m'a laissé paralysé. Son corps est tombé au sol, et un cri qui résonne encore dans mes cauchemars, s'est échappé de ses lèvres. J'ai appelé une ambulance, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine composer le numéro. Mais il était déjà trop tard. Elle est morte là, au milieu du gymnase, le lieu qui avait été son sanctuaire. Et le mien. Le traumatisme de ce jour reste avec moi, comme une ombre qui ne me quitte jamais. Chaque fois que je marche dans le gymnase, je peux la voir là, son corps sans vie sur le sol, son regard vide fixé sur moi. Parfois, quand le gymnase est vide et que le silence devient oppressant, j'entends presque ces mots, chuchotant depuis un coin sombre de mon esprit. « Tu es à moi ». J'ai essayé d'aller de l'avant, de revenir à ma vie, mais le souvenir de ce qui est arrivé ne me quitte jamais. La culpabilité, la peur, l'horreur de ce que j'ai vécu, tout cela est devenu un fardeau que je porte partout avec moi. Certaines nuits, quand le sommeil m'échappe, je me demande si j'aurais pu faire quelque chose de différent, si d'une manière ou d'une autre j'aurais pu prévenir ce qui s'est passé. Mais je sais que certaines choses échappent à notre contrôle, et la seule chose qui me reste est de vivre avec les cicatrices d'un passé que je ne pourrai jamais oublier. En avril 2020, un jeune de 17 ans nommé Santiago, passionné de nature, décida de faire une randonnée nocturne dans les montagnes Superstition en Arizona. Le nom de la montagne a plusieurs origines supposées, mais la plus généralement acceptée est que les gens craignent les montagnes Superstition à cause des mystérieuses morts qui s'y sont produites. Et ainsi, parce que les gens évitaient ces montagnes par peur de la mort mystérieuse, elles sont devenues connues sous le nom de montagnes Superstition. Mais Santiago n'était pas superstitieux et avait l'habitude de randonner là-bas, en particulier sur une boucle de 12 km et demi, presque 13 km, qui passait par un canyon. Donc, cette nuit-là, lorsqu'il prévoyait de passer la nuit dehors, ce serait sur cette boucle de presque 13 km, où il marcherait 6 km et demi jusqu'à un endroit pour camper et ensuite 6 km et demi de retour. Il avait prévu de le faire avec un ami, mais son ami annula à la dernière minute, alors Santiago hésita à partir seul, mais décida finalement « Ça va, je vais le faire seul, car je connais très bien cette zone ». Le jour où il devait faire cette randonnée, il avait prévu d'arriver tôt pour profiter au maximum de la lumière du jour, mais en raison de circonstances imprévues, de la circulation et de mauvaises conditions routières, il ne parvint au départ du sentier qu'à 17h45 ce soir-là. Santiago savait que c'était une mauvaise idée de commencer cette randonnée si tard, car il allait manquer de lumière. Il ne parviendrait probablement pas à atteindre les 6 km et demi jusqu'au lieu où il avait prévu de camper, mais il pensait que, compte tenu de sa bonne condition physique et de sa forme, il pourrait probablement atteindre rapidement le marquage des 3 km et demi ou même 5 km où il y avait quelques campings appropriés. Alors, il décida de prendre un peu de risque et d'aller aussi vite qu'il le pouvait pour utiliser la lumière restante afin d'atteindre un bon endroit pour camper. Mais il ne pouvait pas avancer aussi vite qu'il le pensait, et bientôt le soleil se coucha, le laissant dans l'obscurité totale. Il avait sa lampe de poche, mais elle ne pouvait éclairer qu'à environ 3 mètres devant lui. À un moment donné, il faillit tomber d'un rocher, et il savait que s'il était tombé, il aurait été gravement blessé. Il était à 25 km du lieu le plus proche pour obtenir de l'aide, dans une zone avec une couverture téléphonique médiocre, et les chemins pour sortir de là étaient dangereux. Personne ne savait exactement où il se trouvait, et il réalisa qu'il avait pris une décision plutôt mauvaise et qu'il devait s'arrêter tout de suite, installer son camp et ne plus prendre de risques. Comme il y avait une forêt à proximité, il put voir une clairière à environ 9 mètres du sentier lorsqu'il dirigea sa lampe de poche. Il se dirigea vers cette clairière et trouva que c'était un endroit parfait pour camper. En fait, au bord de cette clairière se trouvaient les restes d'un foyer. Il était très ancien, mais au moins il montrait que quelqu'un avait campé exactement là auparavant et il semblait que cette personne n'avait eu aucun problème.
Soudain, il se sentit assez intelligent et plutôt bien au sujet de l'endroit où il allait passer la nuit. Maintenant, Santiago avait intentionnellement choisi de ne pas apporter de tente. Il aimait dormir sur un matelas avec un sac de couchage par-dessus, puis suspendre une bâche au-dessus en cas de pluie. Et comme cette clairière était entourée de nombreux pins, il put suspendre sa bâche au-dessus, et c'était parfait. Bientôt, il alluma un feu, ouvrit une boîte de haricots et commença à manger son dîner. Alors qu'il mangeait, il commença à avoir la sensation que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était hors de place. Il commença à scanner la ligne des arbres, comme s'il allait trouver quelque chose d'inhabituel, mais sa visibilité était incroyablement limitée car il était assis juste à côté du feu, et si vous avez déjà été assis près d'un feu dans une forêt sombre, votre visibilité est d'environ 1,5 m en cercle autour du feu. Vous ne pouvez vraiment pas voir au-delà. Sa vision était également limitée par tous les pins entourant sa clairière, donc il pouvait vraiment seulement voir ceux qui étaient immédiatement autour de lui, rien de plus. Il commença à penser « Peut-être que c'est ça, peut-être que je suis juste nerveux parce que je n'ai pas de visibilité. » Mais alors qu'il rationalisait ce sentiment étrange dans son estomac, une pierre de la taille d'une bille entra en volume dans le camp et se posa à ses pieds. Il regarda la pierre et la relia immédiatement à ce sentiment de terreur qu'il avait eu. Il commença à regarder autour avec un peu plus d'agressivité, mais encore une fois, sa visibilité était très limitée. Alors, pendant les 15 minutes suivantes, Santiago scruta agressivement la ligne des arbres et écouta très attentivement. Il n'entendit rien. Il ne vit plus de pierres jetées, et il commença à rationaliser et à se convaincre qu'il n'y avait rien de mal, que le sentiment qu'il avait n'était pas quelque chose dont il devait s'inquiéter. Il commença à se dire « Je dois avoir poussé une pierre, c'est ce qui s'est passé, ou peut-être qu'une pierre est tombée d'un arbre. Mais en tout cas, c'était quelque chose de totalement explicable, et il n'y avait rien à craindre. » Et après un moment, il se convainquit, se mit dans son sac de couchage sous la bâche et s'endormit. Quelques heures plus tard, Santiago se réveilla avec le même sentiment de terreur, mais maintenant, il était revenu avec une vengeance. Il n'entendait rien, il ne voyait rien, mais il sentait définitivement que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, alors qu'il écoutait attentivement et regardait très soigneusement, il entendit le bruit de feuilles craquant, comme si quelqu'un marchait sur des feuilles à environ 30 ou 40 mètres de son camp. Au début, il ne pouvait pas dire si cette personne ou cet animal marchait vers son camp ou en s'éloignant, mais au bout de 30 secondes, les bruits commencèrent à s'atténuer et il se convainquit que, eh bien, ils étaient partis et tout allait bien. Mais, juste au cas où, il voulut attraper sa lampe de poche et la diriger dans cette direction. Alors, il tendit la main à côté de lui où il l'avait laissée lorsqu'il s'était endormi quelques heures plus tôt, mais il ne trouva pas sa lampe de poche. Il chercha partout et ne la trouva pas, et il pensa « C'est étrange, je l'avais juste ici, à côté de moi, et maintenant elle est partie. » C'est alors que les alarmes se déclenchèrent dans sa tête, car la seule façon dont la lampe de poche aurait pu se déplacer était s'il l'avait déplacée, et si elle n'était pas ici, comment avait-elle bougé? Alors, il sauta hors de son sac de couchage, sortit rapidement de sous la bâche et commença à chercher le sol dans l'immédiate proximité de l'endroit où il avait dormi pour retrouver cette lampe de poche. Et pendant qu'il cherchait, du coin de l'œil, il vit une lumière. Il tourna la tête et dans la même direction où il avait entendu ses pas, ses feuilles craquant tout en étant encore allongées, il vit sa lampe de poche posée sur le sol à environ 10 mètres de là, ce qui signifiait que quelqu'un ou quelque chose avait été à moins d'un pied de lui pour prendre cette lampe de poche qui était juste à côté de lui pendant qu'il dormait profondément et complètement sans défense et l'avait déplacée là-bas. Et immédiatement, Santiago pensa « C'est un piège, ils essaient de m'attirer loin de mon camp. » Soudainement, il ressentit tellement de peur qu'il voulut vomir, mais il savait que pour survivre à cette situation, il devait rester calme. Alors, il mit ses bottes, prit son couteau et sut qu'il ne quitterait pas ce camp. En fait, il allait construire le plus grand feu possible. Il alimenta le feu autant qu'il le pouvait et n'allait pas s'approcher de cette lampe de poche pendant les heures suivantes. Santiago se tenait au centre de son camp, tenant son couteau, préparé à affronter ceux qui se trouvaient dans la forêt. Pendant ces heures, il entendit des pas approcher de son camp, se retourner et s'éloigner. Chaque fois que le feu diminuait, il remarquait qu'il se rapprochait de plus en plus. Et quand il ravivait le feu, il ne se rapprochait pas autant. Mais vers 3 heures du matin, il manqua de bois. Donc à moins d'aller dans la forêt pour en chercher plus,
Il risquait de manquer de feu et il n'allait certainement pas entrer dans la forêt. Le but était d'éviter la forêt à cause de ceux qui s'y trouvaient. Alors que le feu se mourait lentement, Santiago entendit les pas se rapprocher encore plus jusqu'à ce qu'ils semblent si proches qu'il pensait que quelqu'un allait sortir de la forêt à tout moment. Il se rendit compte que c'était maintenant ou jamais, alors il sortit rapidement du camp avec son couteau et commença à crier de toutes ses forces. Mais personne n'est sorti, personne ne l'a attaqué. Il ne vit rien d'autre que les ombres des arbres se balançant au-dessus de lui. Il revint rapidement dans son campement et se remit au centre, se sentant beaucoup plus en sécurité. Il passa le reste de la nuit éveillé et complètement tendu. Puis à l'aube, il se rendit compte que la meilleure chose à faire était de rentrer chez lui immédiatement. Santiago s'éloigna de ce lieu sans se retourner et rentra chez lui en toute sécurité. Depuis cette nuit-là, il n'a jamais plus campé seul dans cette région, même s'il sait que tout aurait pu être une coïncidence et qu'il n'a jamais vu de preuves concrètes de ce qu'il a ressenti ce soir-là. Mais les bruits et la lampe de poche déplacée sont restés gravés dans son esprit. Enfin, il entendit les pas se rapprocher, et avant cela, les plus proches avaient été à environ 15 mètres. Ils étaient suffisamment éloignés pour ne pas paraître si proches. C'était effrayant, mais il y avait une certaine distance. Cette fois, ils étaient à environ 3 mètres, mais ils s'étaient intentionnellement arrêtés derrière le groupe d'arbres le plus dense pour qu'ils ne puissent pas les voir. Il faisait encore sombre dehors, et il était dans cette bulle de lumière près du feu, donc il était aveugle à ce qu'il y avait de l'autre côté de ces arbres, mais il savait qu'ils étaient là et qu'ils s'étaient arrêtés. Et pendant 2 heures, ce pauvre garçon resta au milieu de ce campement, fixant la direction de ceux qui étaient derrière les arbres. À ce moment-là, son imagination devait sûrement s'emballer, pensant à ce qui pouvait attendre derrière ces arbres, attendant de voir ce qui allait se passer. Mais finalement, la seule chose qui se passa fut que le soleil se leva enfin, et juste avant qu'il ne pointe au-dessus de l'horizon, cette chose de l'autre côté se déplaça enfin. Elle se retourna et s'enfuit, et ne revint pas. Lorsque le jour se leva complètement, Santiago ne quitta pas immédiatement les lieux car il pensait encore que cela pouvait être un piège. Il attendit qu'il y ait plein jour, puis il empaqueta tout, ce qu'il avait, et rentra pratiquement en courant jusqu'au parking, monta dans sa voiture et roula sans s'arrêter pendant une 20aine de kilomètres jusqu'à CE qu'il atteigne une station-service où il put se garer et se calmer. Lorsqu'il arriva, il sortit de sa voiture, entra dans la boutique et se mua une boisson. Et quand il ressortit, il remarqua que quelqu'un avait écrit quelque chose dans la poussière sur la vitre arrière de sa voiture. Il s'approcha et il y était écrit « As-tu bien dormi ?» Santiago est sûr que la personne ou le groupe de personnes qui l'observait dans son campement est la même personne ou le même groupe qui a écrit ce message sur sa voiture. Et maintenant Santiago se demande « Que se serait-il passé si j'étais allé récupérer cette lampe de poche ?»